Bonjour à tous et bienvenue à l'Institut des Libertés pour un nouveau délit d'opinion lorsque nous enregistrons cette émission avec Charles. Nous sommes le mardi 19 mars et aujourd'hui nous allons parler d'un sujet en particulier, la guerre. De quelle année le 19 mars? Alors justement, 19 mars 2024, effectivement. Moi, parce que je me souviens pas très bien, c'est pour ça. Bon, allons-y. Puis on sait jamais si des gens nous regardent dans le futur. Effectivement, peut-être que le 19 mars 2028, ce sera pas tout à fait la même chose. Alors, nous allons parler de la guerre, et pas n'importe laquelle, de celle qui peut-être pourrait advenir plus tard, qui peut-être est en train de se préparer. En tout cas, c'est ce que semble vouloir nous faire comprendre notre président de la République, Emmanuel Macron. Faut se souvenir que donc il y a quelques jours, il y a quelques semaines même, juste après, c'était son passage désastreux au salon de l'agriculture, il avait annoncé le fait que nous pourrions en France envoyer des hommes en Ukraine pour se battre contre les Russes. Est-ce qu'on peut faire la guerre et en même temps pas la faire? C'est une position très ambiguë parce que non, je demande. Non, mais c'est encore une fois du en même temps. C'est pour ça que je pose la question. On commence à être un petit peu habitué. C'est-à-dire que dans un premier temps, alors effectivement, il a fait cette annonce-là et c'était très curieux parce que on sentait que c'était une sorte de contre-feu vis-à-vis de ce qui se passait avec les agriculteurs. Donc il y avait encore ce mouvement de contestation. Il avait eu cette journée où il avait été extrêmement contesté pour le moins au salon de l'agriculture, et donc le lendemain il dit voilà, on va envoyer des hommes, l'OTAN, l'Europe va envoyer des hommes en Ukraine, et en fait ça n'a pas du tout plu parmi nos partenaires. Il faut se souvenir que le chancelier allemand a dit non c'est n'importe quoi, le président polonais a dit non c'est n'importe quoi. Pour qu'un Polonais refuse d'envoyer des mecs se battre contre des Russes, enfin, faut quand même qu'il y réfléchisse. Ça n'aura pas toujours réussi, hein. Non, ça n'a pas toujours réussi. Aux Polonais. Mais ce que je veux dire, c'est que, en général, si vous voulez demander à des gars d'aller se battre contre les Russes, vous demandez d'abord aux Polonais. À mon avis, c'est ceux qui ont le plus de chances de répondre oui, quoi. Même s'ils se prennent une branlée derrière, ils sont quand même téméraires. Et il y avait eu aussi un porte-parole assez important de l'OTAN qui avait dit que c'était n'importe quoi. Donc visiblement c'était pas une déclaration tout à fait concertée avec les autres partenaires de l'OTAN et de l'Europe. Et derrière d'ailleurs il y a eu pas mal de porte-parole de La République En Marche, enfin de Renaissance, qui ont voulu limiter l'effet de cette déclaration en disant non mais on va pas envoyer des soldats, on va envoyer des médecins, on va envoyer des mecs comme ça, c'est-à-dire en gros on n'a pas vraiment compris ce qu'il fallait comprendre, et aujourd'hui alors on a eu le temps de digérer un peu cette info, et il semblerait aujourd'hui que effectivement Emmanuel Macron ambitionne d'envoyer des hommes, des soldats en Ukraine pour se battre contre les Russes, et il est à peu près tout seul à le vouloir. Alors, c'est intéressant. Le président de la République est le chef des armées. Mais à ma connaissance, le président russe, qui vient d'être élu, a expliqué que quiconque enverrait des soldats se battre en Ukraine, ce serait une déclaration de guerre à la Russie. C'est un peu, oui, bon, compréhensible. Et dans ce cas-là, il faudrait que nous répondions en termes diplomatiques, et si mes souvenirs constitutionnels sont bons, il faut que la déclaration de guerre soit entérinée par le Parlement. Donc, il peut s'amuser à faire toutes les gesticulations qu'il veut, mais ça c'est complètement idiot. La deuxième des choses qu'il faut dire, c'est que nous sommes dans une alliance défensive avec l'OTAN. C'est pas une alliance offensive et défensive, hein. C'est une alliance défensive. C'est-à-dire que si quelqu'un attaque la France, tout l'OTAN est automatiquement mobilisé et vient à la défense, au secours de la France. Mais par contre, si la France décide, dans sa grande intelligence, d'aller attaquer quelqu'un, l'OTAN n'est tenu par rien du tout. C'est-à-dire que chacun peut y aller s'il veut, mais il n'est pas obligé d'y aller. Donc, ce qu'il y a d'étonnant dans cette histoire, c'est qu'il me semble que M. Macron n'y connaissait rien, ni en traité, ni en théorie militaire, ni en théorie constitutionnelle. Je crois que c'est juste
un brave garçon qui a fait des études vaguement honorables et qui est passé à l'ENA, où on lui a appris que des bêtises, à parler pour ne rien dire, quoi, c'est à peu près tout. Et c'est assez effrayant de voir que cet homme ne comprend pas la différence entre une alliance offensive et défensive, une déclaration de guerre à un pays, et que c'est quand même... ça fait partie des prérogatives du chef de l'État, qui est chef des armées, de savoir ce genre de choses, quoi. Mmh. Et M. Poutine, c'est curieux, parce que les gens croient que M. Poutine bluffe. Alors moi, ça fait 20 ans que je le suis. Et ce qu'il y a de rigolo, c'est que de tous ces gars autour de lui en Europe, aux États-Unis, etc., c'est le seul qui bluffe pas. Il dit, si vous rentrez en Russie, si vous essayez de mettre l'Ukraine dans l'OTAN, je rentre dans l'Ukraine et je fais la guerre parce que je n'accepte pas que ce soit que l'Ukraine soit dans l'OTAN. Eh ben, on fait toutes les manœuvres pour qu'il soit dans l'OTAN, et du coup, M. Poutine nous rentre dedans. Ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est qu'il s'est passé la même chose avec la Géorgie, quand Sarkozy était au pouvoir. Et les Américains voulaient absolument mettre une base militaire à eux en Géorgie. Et ben, Poutine leur avait dit, faites pas ça. Ben, moyen quoi, la Géorgie a perdu 2 provinces, qui d'ailleurs demandent maintenant, au moins l'une d'entre elles, à être reliées à la Russie. Donc, c'est absolument extraordinaire de penser que ils sont tellement dans leur façon de penser que la guerre, c'est pas quelque chose qu'on fait dans une époque moderne, qu'on peut faire à peu près n'importe quoi, toutes les saloperies, et qu'il n'y aura jamais la sanction utile qui est la guerre. Mais la guerre, c'est la continuation de la diplomatie selon d'autres manières, en utilisant d'autres moyens. Je crois que c'était Bismarck qui disait ça. Et puisqu'on parle de Bismarck, je voudrais ajouter une autre formule de Bismarck, c'est une diplomatie sans armée, c'est comme de la musique sans orchestre, quoi. Ce que j'essaye de dire, c'est que avec tous ces rotomontades, ces fanfaronnades et tout, nous avons à peu près 15 000 hommes, 19 000 peut-être, de troupes d'élite qui peuvent aller là-bas, mais il ne s'agit pas d'une guerre où il faut galoper dans la campagne... Dans la campagne quelque part en Afrique. Donc, si vous voulez, là, il s'agit d'une guerre comme la guerre de 14, avec des lignes de défense, des artilleries. Et nos 19 000 hommes, ils sont ni équipés ni formés pour ça. Donc, quoi que vous preniez dans cette discussion sur la guerre qui n'a lieu qu'en France, d'ailleurs, vous vous dites, mais... ou ce type est nul, ou il est fou, ou les deux à la fois. Il semble, tout ça, il connaît rien à la diplomatie, il connaît rien au droit constitutionnel, il connaît rien. Donc, vous dites, mais qui a-t-on élu ? Ce qui m'inquiète beaucoup, c'est l'hypothèse selon laquelle cette prise de parole, peut-être même la prise d'acte prochaine d'envoyer des hommes en Ukraine, il peut pas, s'il fait ça, il est fou. Soit pour servir... Les généraux vont intervenir. Il peut pas intervenir pour envoyer des hommes en Ukraine. Oui, mais les généraux vont lui dire, il n'en est pas question, ils vont refuser d'obéir. Bah, le truc, c'est que les généraux, aujourd'hui, ils sont quand même vachement sélectionnés pour obéir à ce genre de... Oui, mais il y a des limites à la connerie. Hein. Même un général, je sais bien que mon père disait, il y a pas que des cons dans l'armée, mais ils sont tous. Et maintenant, je me suis rendu compte que la société civile, il y en avait un paquet. Mais le général qui accepte d'obéir à cet ordre, il doit être passé en cour martiale. Parce que c'est l'ordre d'un fou. Le truc, c'est que là, je sais pas si... il donne sa démission. Il donne sa démission. Si vous voulez, il n'y a pas un général qui peut accepter cet ordre. Parce qu'il va faire tuer 19 000 Français pour rien. Et c'est tout ce qui nous reste. Et ces 19 000 Français, on en aura peut-être besoin dans les banlieues dans 3 ans. Ou dans 2 ans, ou dans 1 an, ou dans 3 mois. Si vous voulez, c'est de la folie pure et simple. Mm-hmm. Donc je ne peux pas croire aujourd'hui qu'un officier supérieur puisse accepter un ordre de cet homme. Vous pensez que ça ne peut pas arriver ? Ça ne peut pas arriver. Vous pensez qu'il ne sera pas suivi par... Jamais. Il n'y a pas un officier qui suivra cet ordre. C'est pas possible. Il trouvera peut-être un valet de service, mais ensuite, il faudra que
Puis ce qui peut se passer, si vous voulez, c'est que le général donne sa démission, et puis ensuite le général en 2 donne sa démission, le général en 3 donne sa démission, pour dire au système politique, il faut s'en débarrasser, quoi. Parce que je note quand même que, alors sur les plateaux télé, on a pas mal d'anciens généraux. Mais c'est tous des corneaux, c'est tous qui n'ont jamais vu le feu. Mais c'est tous des types qui sont à l'OTAN, qui n'ont jamais servi à rien. Je dis pas forcément le contraire. Mais donc ils sont des valets, mais personne ne leur a jamais donné un commandement. Ils sont juste des gros nuls. Oui, mais d'ailleurs, ils sont trompés sur tout. Ce que je veux dire, c'est qu'on a pas mal de généraux en France qui n'auraient pas grand-chose contre une intervention. Vous savez, les généraux aujourd'hui en France, c'est un petit peu comme les amiraux en Angleterre. Quand il y a 200 ans, l'Angleterre avait 200 bateaux et 12 amiraux. Et aujourd'hui, ils ont 12 bateaux et 200 amiraux, quoi. Donc, on a des généraux partout en France, mais oui. On n'a plus personne dans l'armée, quoi. C'est l'armée mexicaine, il n'y a plus que des généraux, quoi. Non, mais je m'interroge aussi sur la qualité réelle des généraux en temps de paix. Parce que... les généraux en temps de paix, on a vu ça en 14, après avoir viré tous les généraux comme qu'il fallait les officiers parce qu'ils allaient à la messe. Une fois que les Allemands nous ont mis une branlée au début, on était obligé d'aller les chercher en vitesse parce que les généraux francs-maçons radicaux socialistes qui avaient été promus n'étaient pas vraiment à la hauteur. Là, l'armée va se retrouver devant un cas assez classique du chef qui a perdu les pédales, et le général ne refusera pas l'ordre, mais il démissionnera. Donc à ce moment-là, ça veut dire qu'il ne faut pas vraiment s'inquiéter. C'est-à-dire que... Ah, moi je m'inquiète pas du tout. Je me fais du souci pour Macron, parce que s'il donne cet ordre et qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 généraux qui démissionnent, ouais. Et puis je voudrais pas être celui, une fois que 2 ou 3 ont démissionné, qui accepte. Ouais. Parce que celui-là, je veux le voir en première ligne. Hein. Ouais, c'est sûr qu'à mon avis, il sera tué tout de suite. Ouais. Au moins les Russes serviront à quelque chose. Non, si vous voulez, je crois qu'aujourd'hui, dans l'armée, aussi curieux que ça paraisse, il peut y avoir un devoir de désobéissance. C'est-à-dire que l'armée française, c'est pas l'armée allemande qui met les enfants dans les trains. Non, l'armée française, c'est quelque chose qui, le cas échéant, c'est De Gaulle qui part à Londres, qui refuse, qui démissionne. Je ne peux pas imaginer une seconde qu'il y aurait un officier supérieur français qui prendrait la responsabilité d'obéir à Macron. Surtout qu'il voit la façon dont il est traité par les paysans, par la population et tout. Ils savent tous que cet homme ne représente que lui-même, quoi, que c'est grotesque. Ouais, mais justement, c'est ce qui m'inquiète un peu, c'est que j'ai peur que dans ses déclarations, en fait, il ait beaucoup d'ambition personnelle. C'est-à-dire que j'ai une hypothèse, par exemple, qui est que il veuille volontairement provoquer un état de guerre pour ne pas avoir à organiser d'élections la prochaine fois, en 2027. C'est en 2027, on a le temps encore. Hein. Oui, mais justement, je pense qu'il est en train d'inscrire ce narratif dans notre imaginaire collectif pour que peut-être on l'accepte. Aux États-Unis, dans la guerre, ils ont toujours fait les élections sous Roosevelt. Oui, non mais c'est vrai. Il y a toujours eu des élections, donc il n'y a pas de raison de supprimer les élections, c'est pour dire qu'il y a une guerre qui se passe. Non mais ce que les gens ne semblent pas comprendre, c'est que nous sommes dans une position d'infériorité militaire absolument inouïe, puisque les Russes ont des armements qui sont très supérieurs aux nôtres, en particulier ces missiles qui vont à 10 fois la vitesse du son que personne ne peut arrêter. Donc, si quelqu'un met en danger la vie d'un soldat français en sachant qu'il n'a aucune chance, et s'il met en risque la totalité de l'armée française en sachant qu'il n'y a pas une chance et que ça n'amènera à aucun progrès militaire, vous utilisez l'armée militaire quand vous avez une chance de gagner. Ou bien vous êtes un crétin. Ou bien alors vous êtes les petits cadets de Saumur pour une question d'honneur. Mais vous vous faites tuer quand c'est sur le territoire français. Vous vous faites pas tuer pour un truc qui est à 5000 km de chez vous et donc vous n'avez rien à foutre. Pour le Donbass, oui. Pour le Donbass, vous n'en avez rien à foutre. Et en plus, l'article numéro 1 de la Constitution des États-Unis, pas des États-Unis, des Nations Unies, pardon, qui est d'inspiration française, c'est le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Donc, si vous voulez, tout le Donbass, ils étaient russes, les autres, ils étaient ukrainiens. Et donc, moi, j'ai toujours pensé... Aujourd'hui, on est arrivé dans un monde où les frontières deviennent absolument intangibles, il faut respecter les États et les chefs d'État, parce qu'il n'y a rien de plus important. Mais les chefs d'État, j'en ai rien à foutre. Ce qui compte, c'est la volonté du peuple. Et si le tiers du peuple en Ukraine voulait pas être en Ukraine,
il n'y a aucune raison de les y maintenir de force. Quelle est la légitimité de maintenir ces gaz de force? Donc déjà, ils ont essayé de négocier. Et donc, il me semble que tout ça, c'est le coup tordu. Et il va falloir que les gens autour de Macron, le Conseil d'État, l'Assemblée nationale, les chefs de l'armée prennent leurs responsabilités et désobéissent. Ouais, il peut pas en être autrement. Sinon, ils sont fous. Alors, moi, je suis d'accord avec vous sur le fond. Le problème, c'est que jusque-là, à peu près tout ce que Macron a voulu faire, ça a été suivi mais c'est pas par l'Assemblée nationale. C'est pas une question du moment. Vous savez, quand vous lisez René Girard, il y a la montée aux extrêmes. C'est-à-dire qu'il y a des conflits, puis c'est fini, tout le monde, vous allez aux extrêmes, et puis il reste plus personne, tout le monde est mort. Or là, ce que Macron était en train d'essayer d'organiser, c'est une montée aux extrêmes qui n'a pas lieu d'être, parce que les intérêts vitaux de la France ne sont pas engagés. Donc je dis, si ces hommes-là ont atteint un niveau de lâcheté suffisant, ben alors je vais aller un pas plus loin. Il faut que le peuple se révolte. C'est-à-dire, il faut que le peuple aille et qu'on aille les chercher. Comme il l'avait dit, il y a quelqu'un qui vient de me chercher. Alors, on ira le chercher. Justement, c'est intéressant parce que c'est un petit peu ce que je voulais évoquer derrière. C'est le rapport du peuple français vis-à-vis de la cause des Ukrainiens. Mais il n'y en a pas. Alors, c'est-à-dire que au début du conflit, la grosse majorité des Français soutenaient l'Ukraine. Aujourd'hui, c'est plutôt une courte majorité, mais en fait, évidemment, c'est comme tous les principes. Les principes, ils vont pas forcément mais si vous voulez, le principe vous allez en guerre quand les intérêts vitaux de la France sont en jeu. Or, ce que dit le président de la République, dans toutes ses réponses, c'est il dit si l'Ukraine tombe, l'Europe est finie. C'est pas forcément vrai. Non, mais c'est vrai, ça se passera parce que l'Europe n'a plus de raison d'être. À ce moment-là, elle a remontré toute son imbécilité, etc. Donc l'Europe n'a plus aucune raison d'être. Mais un, ça me gêne pas, et deux, c'est la France qui compte. Il n'a pas été élu président de la République d'Europe. Oui, il a été élu président de la République de France. Donc, absolument. Son objectif numéro 1, ça doit être de préserver la France. L'Europe, honnêtement, j'en ai rien à foutre ce qui arrive à l'Europe. L'Europe institutionnelle, l'Europe... C'est-à-dire que si l'Ukraine perd, il est évident que toutes ces saloperies en Europe, ça ne tiendra pas 5 minutes et que tout va s'écrouler à Bruxelles. Très bien, ça ne me gêne pas. Mais que j'entende le président de la République me dire qu'il faut intervenir parce que l'espèce de dictature imbécile de Bruxelles est en danger à cause de l'Ukraine, c'est pas un intérêt vital de la France. Non, certainement pas. Donc ce que j'essaie de dire, c'est que partout, tout côté où on le prend, on dit ce type est un danger public, un fou, et on a vu ce que l'obéissance à un fou comme Hitler a amené à l'Allemagne. Et donc il y a des moments où, dans la vie d'une nation, où le rôle des gens les plus éminents, c'est de désobéir, de dire celui qu'on a élu, c'est le roi fou. Comment il s'appelait? Charles VI, Charles V, qui avait épousé Isabeau de Bavière. Oui, il y en avait déjà quelques-uns d'autres. Oui. On a eu le roi fou. Ça n'a pas été très agréable en France pendant quelques temps. C'est là où on a perdu le plus contre les Anglais d'ailleurs. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, on a un cas typique, traité par saint Thomas d'Aquin, du roi qui devient fou, du tyran, et qu'il faut éliminer. Et selon vous, quelle position il faut adopter aujourd'hui face à Poutine? Est-ce qu'il faut lui dire... Mais il ne faut pas s'occuper de Poutine, c'est le dernier de mon souci. Poutine, j'en ai rien à foutre. Le problème, il est chez nous. Poutine, il gère la Russie, je m'en fous. Aujourd'hui, celui qui met la France en danger de mort, c'est pas Poutine. Non, mais je dis pas que... Il n'y a rien à lui dire, Poutine, démerde-toi, c'est mon problème. Donc c'est-à-dire, on ne doit pas avoir de position diplomatique par rapport à ça? Ou la position juste de dire... il faut demander des négociations tout le temps. La diplomatie, ça sert à rien, mais il a fermé le Quai d'Orsay, donc on n'a plus de diplomate. Ouais. Mais ça, c'est autre chose, mais... Aujourd'hui, le problème qui se présente, c'est pas Poutine, c'est pas les élections en Allemagne, c'est pas le monde contre foot, tout ça. Il veut engager la France dans un truc qui peut entraîner sa disparition. Sans aucun motif valable. Il n'y a pas de risque pour la France en Ukraine. Oui, donc je m'en contrefous de Poutine. Oui. Le problème aujourd'hui, ça fait 7 ans que ça dure, c'est ce gars-là. Mais alors justement, par exemple, le cadre de négociation qu'on voudrait engager avec Poutine. On n'a pas à négocier, l'Ukraine n'a qu'à négocier.
Ils ont un monsieur Zelensky qui a été élu, d'ailleurs qui a aboli les élections en septembre, qui a aboli les élections présidentielles, qui ne représente que lui-même, qui négocie, ou qui prenne un avion, qui parte où il veuille, avec le fric qu'il a volé, et puis qui laisse le général d'armée négocier la suelle. Il y a des moments, vous savez, quand mon fils était dans l'armée, il avait été posé une question à son capitaine. C'était lieutenant, hein. Le capitaine avait dit, ah, lieutenant, oui, c'est une question intéressante, mais vous savez, c'est une question de lieutenant. Il y a les questions de lieutenant dans l'armée, il y a les questions de capitaine. Donc, comme c'est une question de lieutenant, vous vous en occupez, moi j'en ai rien à foutre. Et aujourd'hui, l'Ukraine, ça ne nous regarde pas. Ça ne nous a jamais regardé, on n'a jamais rien à voir là-dedans. La France, c'est pas notre problème, d'abord ils sont vachement loin. Donc aujourd'hui, le problème que nous avons en France, c'est pas Poutine, c'est Macron. Alors ça, bien sûr. Donc, si vous voulez, occupons-nous de Macron, et puis mettons quelqu'un qui est capable de parler un petit peu sans dire des bêtises, ou sans dire le contraire, et puis essayons de voir ce qu'on peut faire. Mais aujourd'hui, on ne sert à rien. Il nous a complètement démonétisés vis-à-vis des Russes. Bon, alors qu'il y avait des liens entre les deux peuples qui étaient très anciens, comme le dit très justement, ils ont sauvé la peau 2 ou 3 fois les Russes. Vis-à-vis du monde anglo-saxon, vis-à-vis donc on est la risée de tout le monde avec ce type. Donc à quel moment les corps dirigeants de l'État vont-ils dire ça suffit? Justement, je crains que ça n'arrive pas, mais peut-être. Si ça n'arrive pas, à ce moment-là, il nous arrivera ce qui est. Si vous savez ce qui va arriver, si ça n'arrive pas, c'est que dès que les soldats français seront partis en Ukraine, il y a la Seine-Saint-Denis qui rapille Neuilly. Comme on l'a vu samedi et dimanche, là où ils ont attaqué un commissariat. Ouais. Et on va envoyer qui quand ils auront attaqué le commissariat et qu'on n'aura pas d'armée? La gendarmerie, éventuellement. Vous rigolez? Les pauvres gendarmes, ils sont pas faits pour ça. Vous savez, la guerre civile en ville, la guerre en ville, c'est la pire de toutes les guerres. Ouais, c'est ce que vous disent tous les chefs d'armée. Ils vous disent alors le pire, c'est la guerre dans une ville. Donc, on est en quasi-guerre civile. Pour que vous alliez en guerre contre notre pays, il faut d'abord que le pays soit uni. Vous avez des endroits en France où vous ne pouvez pas y aller. C'est sûr, c'est pas tellement le cas. Ouais. C'est pas normal. Donc c'est du délire. Ce type est fou comme un lapin. Il faut l'arrêter tout à fait cessante. Il faut le mettre à l'asile. Alors je trouve ça intéressant que vous disiez que en gros, on doit pas avoir aujourd'hui, on doit pas avoir de réponse diplomatique vis-à-vis des négociations éventuelles en Ukraine. On doit totalement laisser faire ça ailleurs. Nous, si vous voulez, il y a si j'ose dire quand les Américains sont rentrés en Irak, on a refusé d'y aller, non? Oui. Et puis on n'a jamais rien négocié là-bas parce qu'il n'y avait rien à dire. Oui, c'est vrai. Là, si vous voulez, vous avez les États-Unis qui rentrent en Irak, vous avez la Russie qui rentre en Ukraine, je vois pas très bien la différence. Si ce n'est que les Irakiens ne sont pas blonds yeux bleus, mais à part ça, je vois pas tellement de différence. Donc on s'est pas occupé de l'Irak. Et tout le monde a félicité M. Chirac pour ça. Ou M. Villepin, M. de Villepin. Je vois pas pourquoi on doit s'occuper de l'Ukraine. Qu'est-ce qu'on en a à foutre? Mais qu'est-ce qu'on en a à foutre? Comment dire? C'est pas, pour moi, ça concerne pas les intérêts français directement. C'est justement toute la question de la chose. On n'a rien à voir avec ces gars-là. C'est-à-dire que certains disent, comme c'est sur le continent européen, on a intérêt à y mettre un petit peu notre nez, ne serait-ce que pour voir ce qui s'y passe. Mais si j'ose dire, on ne nous a pas demandé notre avis. Quand les États-Unis ont fait un coup d'État à Maïdan en Ukraine. Ils ont remplacé un président parfaitement élu qui voulait des accords avec la Russie par un président mal élu qui voulait aucun accord avec la Russie. Donc 2014 Maïdan, les États-Unis avec Madame Victoria Nuland, qui était celle qui disait à la diplomatie européenne d'aller se faire foutre. Voilà, c'est qui vient de donner sa démission d'ailleurs. Parce qu'elle avait tellement échoué partout depuis qu'elle était à ce poste. C'était le numéro 2 du département des affaires étrangères aux États-Unis. Donc c'est les États-Unis qui ont créé une situation de guerre entre l'Europe, entre la Russie et l'Ukraine.
Je ne comprends pas pourquoi d'ailleurs Sarkozy nous a ramenés dans le commandement militaire de l'Ukraine. Nous, on était dans l'OTAN, mais on demandait rien, on n'avait rien à voir avec la décision militaire. Donc encore une fois, c'est une accumulation d'imbécilités qui ont été faites par des gens qui sont soit achetés par les États-Unis, soit complètement idiots. Et pourquoi on devrait continuer ? Vous avez envie de partir vous faire casser la guerre en Ukraine ? Non, pas particulièrement. Non, vous vous sentez pas porté par le désir de sauver la civilisation européenne ? Pas forcément pour le Donbass en tout cas, non. Je pense que c'est pas une nécessité pour le moment. Peut-être plus tard on verra. Parce que vous êtes mobilisé demain matin. Hein. Oui, ben je sais. Hein. Mais d'ailleurs, mobiliser, ça veut dire quoi ? Parce qu'on a il y a combien de gens qui ont votre âge aujourd'hui en France ? 500 000, 1 million, 2 millions ? Ma génération, c'est 800 000 personnes. Les années 2000. Oui, 800 000 personnes. Bon. Il n'y en a aucun d'entre vous qui sait comment fonctionne un fusil ou tir au pistolet. Non. Puisqu'on n'a plus fait plus de service militaire. Donc, si on se met en guerre, il va falloir vous former pendant 3-4 mois. Ouais. 6 mois. Au moins, oui. Au moins. Mais attendez une seconde, on n'a pas les équipes pour vous former. Puisqu'il y a plus, l'armée ne fait plus ça. Oui. Donc, tout ça est un tissu d'imbécilité. Ce que je voudrais que les gens comprennent, c'est que ce type qui nous gouverne, c'est... Vous savez, il y avait Hitler dans son bunker quand les Russes étaient en train d'arriver. Il était là avec, il lui restait les 2 ou 3 généraux qui étaient là. Et il disait, il avait des grandes cartes avec, il bougeait là, on va amener la 25e division qui va encercler les Russes, etc. Il n'y avait plus de division, il n'y avait plus rien. Donc ce type, il est là, il fait des trucs, on va envoyer la 3e armée de Napoléon. Mais les gars... Oui, elle est partie depuis longtemps, la 3e armée. Et puis il y en a un qui sont pas revenus de Moscou. Et donc, mais de quelle armée parles-tu ? De quoi parles-tu ? Qu'est-ce que ça veut dire envoyer des troupes militaires ? Il envoie quelqu'un de militaire pour être certain de transformer une guerre locale en une guerre mondiale ? C'est ça le but ? Alors ça, je sais pas. Et selon vous, qu'est-ce que vous penseriez de l'hypothèse selon laquelle on enverrait uniquement des volontaires ? C'est-à-dire qu'on n'envoie pas les gens qui n'ont pas envie d'y aller, mais ceux qui ont envie d'y aller, ils y vont. Vous savez, les volontaires dans l'armée, moi je me souviens, j'ai été dans l'armée pendant un peu de temps, mais enfin quand même, ça m'a laissé des traces. C'était toujours... lequel d'entre vous parle anglais ? Alors moi comme un con, je levais toujours le doigt. Ouais, moi je parle l'anglais. On me disait très bien, allez laver les chiottes. C'est-à-dire que le volontaire dans l'armée, c'est souvent un volontaire qu'on désigne. Je suis pas certain qu'il soit vraiment volontaire. Ouais. Parce que moi, à titre personnel, je connais 2-3 mecs, alors des anciens de l'armée, qui sont allés en Ukraine au début du conflit, vers avril 2020. Ah oui, mais ça, ils sont allés à pied tranquillement en prenant le train eux-mêmes. Ils n'ont pas été amenés par des camions français, ensuite volés dans des avions français, etc. Non. Si un type veut aller se faire casser la gueule en Ukraine, c'est son droit. Alors là, ça me gêne pas du tout. S'il veut aller d'ailleurs du côté russe, ça me gêne pas non plus, je m'en contrefous. Ce que je comprends pas, si vous voulez, c'est cette espèce de délire qui prend les gens. Hein. C'est un conflit qui nous concerne. Mais pas du tout. C'est pas mon ours. J'en ai rien à foutre. Mais rien. Parce que si j'ose dire, vous regardez l'Ukraine, d'abord c'est un faux pays, vous avez tout le sud, c'est des Hongrois, vous avez tout l'ouest, c'est des Polonais, vous avez tout l'est, c'est des Russes, et au milieu, vous avez les Ukrainiens. Bon. Donc, vous vous dites, c'est les Ukrainiens qui sont le petit roquet qui attaque le gros. Bon, vous dites ça va se terminer avec une petite nation croupion qui sera ukrainien au milieu, et puis les Polonais qui vont reprendre les leurs, là, je crois que ça s'appelle la Galicie ou j'en sais rien. Puis de l'autre côté, vous avez tout le Donbass qui est russe, qui a déjà retourné à la Russie, et puis les Hongrois qui sont très contents de reprendre leurs 500 km qui étaient toujours à eux, qu'on leur avait piqué au moment de la Première et de la Deuxième Guerre mondiale. Bon, voilà. Et comme ça, chaque peuple vivra chez lui. Moi, je suis plutôt partisan de ça que d'avoir 3 peuples qu'on met ensemble dans un faux pays et qui se mettent sur la gueule toute la journée. Donc, c'est pas mon combat. Mais alors... Et ça le sera jamais. Et c'est pas le combat des démocraties contre les dictatures, parce que quand je vois la démocratie française, ça me fait doucement rigoler. Qu'on me dise pas que l'Europe est une démocratie. L'Europe pour lequel il faut mourir, d'après M. Macron, ça n'a rien de démocratique. Ni le mode de désignation des géants, personne. Donc, c'est pas une démocratie contre une dictature. C'est une technocratie corrompue que toute l'Europe est contre un pays éminemment autoritaire qu'est la Russie.
Qu'est-ce que je dois choisir? J'en sais foutre rien. Parce que je vais pas choisir Bruxelles. Je vais pas choisir Madame von der Leyen. Ouais. Que je suis pas le blanc chevalier qui va laisser recevoir Madame von der Leyen. Faut pas déconner. Si elle se fait bouffer par le dragon, je dis la pauvre dame. Non, mais surtout, moi, j'aime bien l'Europe, mais j'aime pas von der Leyen, donc... Non, mais attendez une seconde. Si quelqu'un attaquait, je sais pas, l'Allemagne, la Belgique militairement, bien sûr que j'irai. Mais là, c'est pas la même chose, ouais. Mais là, ils font pas partie de l'Europe. Ils sont là-bas. C'est le pays le plus corrompu du monde d'après les instances de l'Union soviétique, des Nations Unies. Il n'y a pas plus corrompu que l'Ukraine. Donc, ils ont annulé les élections pour cause de guerre. Ils sont donc en rien démocratiques. Donc, c'est simplement alors parce que Poutine est méchant et que tous ceux que Poutine attaque deviennent automatiquement gentils. Ouais. Il faut aller les aider. C'est ça l'étendue du raisonnement? Alors, pour beaucoup de gens, oui, littéralement, oui. Pour beaucoup de gens, c'est ça le raisonnement. Bon, mais bougez pas, si celui qui est attaqué est aussi méchant que celui qui attaque. Bon, oui, bah, ça annule. Non, mais attendez, est-ce que le fait d'attaquer est automatiquement une saloperie? Je dirais que ça joue pas en sa faveur, mais enfin, dans certains cas, ça peut être compréhensible. Dans certains cas, oui, mais nous, on peut pas dire qu'on n'a pas attaqué des gens dans notre histoire. Ah non, bien sûr, évidemment. Donc, mais tout ça, c'est de l'enfantillage. Là, je reviens à ce que j'ai toujours dit. Quand vous êtes dans une situation comme celle-là, il faut essayer de revenir au logos, c'est-à-dire l'analyse logique de la situation. L'analyse où vous prenez la tête entre les mains, vous essayez de comprendre. Mais aujourd'hui, on est tombé dans il y a longtemps d'ailleurs, on essaye d'empêcher les gens de réfléchir en leur déversant un pathos. C'est affreux, c'est le grand retour de Hitler, et tout, mais... C'est simplement un État qui ne veut pas avoir des missiles à 2 ou 3 minutes de sa capitale. Quand il y a eu l'affaire de Cuba avec Kennedy, ils voulu mettre des missiles à Cuba, qui auraient été à une demi-heure de Washington. Washington a risqué la guerre mondiale pour pas avoir de missiles à Cuba, non? Et on a tous trouvé ça très bien. C'est exactement ce que fait Poutine. Il ne veut pas avoir de missiles à une demi-heure de chez lui, quoi. Moi, j'ai compris quand les Américains gueulaient quand les autres mettaient des missiles à Cuba. Alors à ce moment-là, si j'ai compris en 1956, pourquoi je refuse aujourd'hui? Quelle est la différence entre les deux? Il n'y a pas vraiment de différence dans les faits. Simplement, je me pose la question, si c'est ça l'argument, le problème c'est qu'il faut aussi du coup enlever toutes les bases militaires américaines dans les pays baltes. Ils vont s'en aller, vous inquiétez pas. Et... Ils ont plutôt à les payer, les Américains. Ils sont ruinés. Et d'ailleurs, Trump, dans tous ses discours, c'est ce qu'il dit, moi l'Europe, je la défends plus. Ils ont de quoi se payer. Non, c'est pas tout à fait ce qu'il dit. Il dit qu'il faut que les pays européens augmentent leur budget militaire pour... oui, mais il dit que lui, il ne paiera plus. Oui. Et comme il paye 80% de l'OTAN, ça va être vite fait. Hein. Oui. Donc, si vous voulez, comme je l'ai dit 20 fois, ici, il y a 3 dépenses dans le budget américain. Vous avez la sécurité nationale, le service de la dette et l'armée. Bon, aujourd'hui, les États-Unis ont un déficit de 7% du PIB, ce qui est monstrueux, auquel il faut ajouter un déficit de 3-4% du commerce extérieur, ce qui est encore plus monstrueux. Donc, ils sont à 10% d'endettement par an, ce qui est gigantesque. En principe, c'est là que le FMI intervient. Donc, je ne sais pas qui va être élu aux États-Unis, mais il va y avoir une crise du marché obligataire immense. Donc, il va falloir couper des dépenses. Et la seule qu'on va couper, c'est la dépense militaire, qui est 1 000 milliards de dollars. 1 000 milliards de dollars? Oui, je crois que c'est ça. Ouais, je crois même un peu plus, 1 200 milliards. 1 200 milliards, bon. Parce qu'ils ne vont pas couper le service de la dette, ils ne peuvent pas couper la sécu. Bon. Et donc, les États-Unis, qui ont 900 bases dans le monde. On se demande d'ailleurs pourquoi ils ont 900 bases dans le monde. Alors je crois que la Russie en a 4 ou 5. Celui qui agresse les autres pays, c'est les États-Unis depuis 20 ans, il ne faut pas déconner. Ah oui, mais alors, justement, je voudrais un peu nuancer ce discours, mais on peut avoir une discussion là-dessus. C'est-à-dire que par exemple, si les pays baltes, à tort ou à raison d'ailleurs, se sentent potentiellement menacés par la Russie. Mais ils sont dans l'OTAN. La Russie ne va pas attaquer un pays balte alors qu'il est dans l'OTAN parce qu'il déclenche une guerre mondiale. Oui, non, mais bien sûr. Par contre, ils peuvent essayer d'expliquer aux pays baltes
Mais justement, qui devrait être un peu plus gentille. Mais est-ce que les pays baltes auraient dû ou pas rentrer dans l'OTAN? Parce que ça, c'est fait. Alors maintenant, une discussion du début des maintenant c'est fini. Puis il y a les Suédois qui sont rentrés dans l'OTAN aussi. Et puis il y a les Finlandais. Donc maintenant, à mon avis, c'était une erreur de leur part. Mais enfin, ça, c'est leur diplomatie, c'est pas la mienne. Et encore une fois, si vous voulez, dès le moment où un des pays de l'OTAN est attaqué par la Russie, boum, les États-Unis sont dedans. C'est bien pour ça que la Russie attaquera pas. Ils vont l'attaquer. Par contre, ce qui serait rigolo, ça me ferait pas rire, mais enfin, c'est que la Turquie qui est dans l'OTAN attaque un autre pays de l'OTAN, comme la Grèce. Oui. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? Ça, c'est une bonne question. Oui, parce que les deux sont dans l'OTAN. Oui, bien sûr. En prétendant qu'ils ont été attaqués par la Grèce. Ouais. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Donc, c'est ça la question importante. Oui, non, mais vous avez tout à fait raison. Ce qui va se passer entre la Russie et les pays baltes, je sais, c'est prévu par les traités, donc personne ne va les voir. Ouais. Mais s'il y a un couillon en Grèce qui décide qu'il va... Vous savez, les îles grecques, elles sont à 10 km de la... des côtes turques. De l'Anatolie. Ouais. Donc, on peut mettre quelques provocateurs qui vont créer des incidents dans une île. Ouais. Et à ce moment-là, la Turquie dit que la Grèce est en train de nous attaquer, ce qu'elle a souvent fait. Si vous voulez, on dit, si on connaît un peu son histoire, dans les années 20, la Grèce avait attaqué la Turquie pour essayer de reprendre Constantinople. Ils ont pris une branlée, et puis tous les Grecs d'Asie mineure ont été virés. Bon, c'était un des grands. Oui, tout à fait. Il y avait une partie de la Grèce qui était sur les côtes actuelles de la Turquie. Mais bougez pas, les Grecs étaient la Turquie jusqu'à l'arrivée des Turcs. Donc vous aviez Smyrne, tout ça, qui étaient des villes grecques partout. Il y avait des centaines de milliers de Grecs en Turquie, puis ils ont tous été virés en 1920. Pendant que les Turcs viraient aussi les Arméniens, donc ils viraient les chrétiens. Et donc, Kemal Atatürk a défait les forces grecques, et d'ailleurs il y avait des Français et des Anglais avec eux. Je ne sais pas si les Anglais, enfin il y avait des Français. Et donc, essayons de réfléchir une seconde maintenant, s'il y a un pays de l'OTAN comme la Turquie, qui a l'armée la plus puissante en Europe de loin, à part la Russie, décide d'attaquer, je sais pas, aller Chypre pour reprendre l'autre moitié. Ouais, c'est une possibilité. D'ailleurs, pour l'instant, on n'a pas fait grand-chose pour. Non, mais Chypre, attendez, du point de vue diplomatique. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait? On y va pas? Puisque c'est un pays de l'OTAN contre un autre pays de l'OTAN, qu'est-ce qu'on fait? Ouais. Là, à mon avis, la réponse de l'OTAN, elle est pas claire. Je pense que l'Europe... Donc ça peut arriver. Ah oui, si la réponse de l'OTAN n'est pas claire, ça veut dire que c'est quelque chose auquel Erdogan peut penser. Oui, tout à fait. Absolument. Et d'ailleurs, il y a déjà eu ces dernières années des provocations par rapport aux îles grecques. D'ailleurs, les Turcs avaient mis en visée, c'était un truc maritime, c'est-à-dire que 2 ou 3 des frégates françaises qui étaient du côté de la Grèce, quoi. Ouais, tout à fait. Donc ça veut dire qu'ils avaient prévenu la marine française qu'ils pouvaient les descendre. Ouais. Donc on a... Moi, ce qui me sidère avec ces gens à Bruxelles et notre président, c'est leur complète ignorance du monde, de son histoire, de sa géographie, Ils sont juste nullissimes. Et ils font des grands effets de théâtre comme s'ils étaient Cyrano de Bergerac à la Comédie Française. C'est à pleurer. Ce qui me perturbe le plus, c'est que, selon moi, ils ont une vision du monde telle qu'ils voudraient qu'il soit. Et ils ne font pas forcément la différence avec le monde tel qu'il est réellement. C'est-à-dire que le principe des réalités, finalement, est assez secondaire. Et je veux que le monde soit comme ça. Je veux que la Russie soit une démocratie sans Vladimir Poutine. Et donc, je vais tout faire pour que ça soit le cas. Et donc, on va tout faire pour provoquer la Russie, pour la pousser dans ses retranchements, pour qu'elle aille attaquer je sais pas quel pays. Et que à la fin, avec la force de l'amitié et de la démocratie entre pays européens et avec les États-Unis, on aille finlandiser en quelque sorte la Russie. Sauf que je suis pas sûr que toutes les étapes intermédiaires en fait mènent à l'étape finale et que ce soit un parcours tout à fait souhaitable. Ça, c'était le projet au départ de cette andouille de Victoria Nuland, là.
c'était justement de casser la Russie en 5 ou 6 pays, de faire des... Oui, tout à fait. Et que BlackRock puisse acheter toutes les terres agricoles de Russie, etc. Mais ça a raté, ce coup-là. Donc maintenant, bon, comme ça a raté... Mais ce qui est d'étonnant, si vous voulez, c'est que cette façon de démanteler la Russie, c'était un projet des États-Unis. De se débarrasser de Poutine, c'était un projet des États-Unis. Maintenant que c'est à l'évidence en train d'échouer, pourquoi ça devient le projet de la France? Alors justement, pourquoi? Qu'est-ce qu'on a gagné dans ce coup-là, nous? Alors précisément, c'est aussi ce qui me fait un peu peur, c'est que, à mon avis, il y a toute une partie de la réponse diplomatique européenne, et notamment celle d'Emmanuel Macron, qui est une sorte de réaction avant que ça n'arrive de l'élection de Donald Trump aux États-Unis. C'est-à-dire qu'en fait, ils se disent, ok, Trump, il va arriver, le conflit, a priori, va sans doute s'arrêter parce que Trump, ce qu'il voudrait, c'est négocier avec Poutine, dire que voilà. Non, ce qui va se passer, c'est que les Russes vont prendre Odessa cet été, dès qu'ils pourront bouger à nouveau quand les pluies seront arrêtées. Et puis il restera à négocier le petit croupion de terre sans accès à la mer qu'on donnera à l'Ukraine. Et puis ça sera fini, quoi. Il n'y aura rien à négocier. Parce que plus on attend pour négocier, moins on peut négocier quoi que ce soit. C'est-à-dire que les Russes, une fois qu'ils auront pris Odessa, ils diront, vous savez quoi? Bah écoutez, nous, maintenant, si les gars veulent sortir leur blé, etc., ils passent par nous. Sinon, ils sortent rien et ils crèvent tranquilles. Donc, ce que je comprends pas, c'est que vous négociez quand vous êtes en position de force. Oui. Mais quand vous êtes en position de faiblesse, vous négociez sur des positions... Vous ne pouvez pas négocier sur des positions intangibles. Vous négociez en essayant de limiter les dégâts. Donc aujourd'hui, on a la période négocier pour limiter les dégâts, et pas du tout. On arrive en disant, on va vous montrer ce qu'on va vous montrer. On va vous envoyer la Légion. J'ai un grand moment de solitude. Hein. Oui, mais moi j'ai plus confiance en Donald Trump pour négocier un truc qu'en Emmanuel Macron. Vous savez, c'est possible, mais il est tout à fait possible que Donald Trump dise, vous savez, ces trucs avec les Européens, ça m'emmerde. Ils sont des alliés, on ne peut pas leur faire confiance. Ils n'arrêtent pas de nous trahir, de nous tirer dans le dos, etc. Et bien, ce qu'on va faire, c'est que on va rentrer chez nous, puis on va faire la forteresse américaine, et puis on les laisse se démerder tout seuls. On a essayé de les aider pendant un siècle, on a pris de guerre, on a perdu des centaines de milliers de soldats, donc si ça vous fait rien, maintenant les Européens, vous démerdez tout seuls. C'est la réaction logique. On s'occupera vaguement du Pacifique, parce que là, on a des intérêts, puis on a Hawaï, et puis on a les îles et tout. Mais en Europe, on va rester copains avec l'Angleterre, mais c'est tout ce qu'on a besoin de faire. Quoi. Donc, si vous voulez, ce qu'il y a d'extraordinaire dans cette administration française aujourd'hui, et tous ces gens en Europe, à Bruxelles, vous avez mentionné le principe de réalité, mais il y a aussi quelque chose qui est tout à fait important, c'est comment vous interprétez les retours d'information. C'est-à-dire que vous attendez quelque chose, il arrive exactement le contraire. Et donc, si vous êtes un type intelligent, vous changez votre façon d'analyser le monde parce que les informations qui vous viennent ne sont pas du tout les mêmes. Or, toutes les échos que j'ai de ce qui se passe à l'Élysée, etc., c'est que celui qui a une information différente, on lui dit surtout, tu ne l'amènes pas au président. Sinon, ta carrière est finie. Donc, ce type ne veut écouter que les infos qui vont dans son sens, quoi. Que les infos qui vont dans son sens, et on lui dit mais c'est pas comme ça que ça se passe, ben, vous êtes viré. Donc on a je cherche un exemple dans l'histoire d'un souverain qui aurait amené à la destruction de son pays si les empereurs à Constantinople, là, qui étaient les gens discutaient du sexe des anges pendant que les Turcs étaient en train de monter sur les remparts, quoi. C'est ça, c'est à peu près ce qui est en train d'arriver. C'est un pays... C'est-à-dire que ce que j'essaie de dire, c'est ça. Il y avait un historien anglais qui s'appelait Toynbee, qui était tout à fait remarquable, j'en ai souvent parlé, qui a écrit Study of History, c'est-à-dire l'histoire en français. C'est un livre remarquable que vous pouvez acheter, qui fait 1000 pages, qui est pas facile à lire. Et l'une de ses thèses, c'est que le rôle des élites dans un pays, c'est de répondre aux défis qui se posent au pays. Si le défi qui se pose n'est pas traité, à ce moment-là, vous avez une crise. Et on va trouver des façons de la cacher, etc.
Mais si elle n'est pas traitée, si elle est juste, si on a essayé de la mettre sous le tapis, elle reviendra d'une autre forme, puis elle reviendra d'une autre forme, et à la fin, il y a 3 choses qui peuvent se passer, toujours d'après Toynbee. Soit avoir un changement de régime politique. Oui. Bon. Ce qu'on peut espérer de mieux. Oui. Soit la disparition de la nation, qui a suivi ce genre de politique. Et le pire, c'est le changement de civilisation. C'est ce qui est arrivé, par exemple, tout le Moyen-Orient grec, quand les musulmans sont arrivés. Bon, 2 siècles après, il n'y avait plus rien de grec, quoi. La civilisation avait disparu. C'est ce qui est arrivé aux Indiens d'Amérique qui se sont retrouvés, enfin d'Amérique du latine, qui se sont retrouvés d'un seul coup devenus chrétiens, boum. Donc vous savez, la civilisation disparaît. Et donc nous, ça fait 40 ans qu'on traite le mauvais problème. Donc on a le changement de civilisation qui peut arriver avec l'immigration, par exemple. On peut avoir un changement de gouvernement parce qu'il y a une défaite militaire sanglante. Et la réponse qu'on apporte, c'est toujours plus de Bruxelles. Ça a été la réponse à toutes les crises. Et elle ne marche pas. Donc on est dans le cas typique de Toynbee d'une crise qui n'est pas traitée, qui réapparaît sous différentes formes, militaires, l'ordre public avec le commissariat agressé là, à la Courneuve ou je sais pas quoi. On ne traite pas cette crise, et donc il va y avoir soit un changement de régime, soit la disparition de la nation, soit la disparition de la civilisation. Voilà, c'est les 3 trucs. Et vous remarquerez d'ailleurs que plus on ne traite pas cette crise, plus elle revient plus forte. Plus elle revient à chaque fois plus forte. De manière sporadique. Et dès qu'elle revient, le gouvernement parle systématiquement d'autre chose. Ou il va dire c'est Bruxelles qui doit s'en occuper. C'est-à-dire il botte en touche et il parle d'autre chose. Ouais. On va parler du sexe de Madame... Là, dernièrement, on parle... oui, alors on parle du sexe effectivement de Madame Macron. Tout le monde se contrefout. On parle de la discrimination pour cause capillaire, on parle de l'aide à mourir. On met l'avortement dans la Constitution. Voilà, ça me fout. Gabriel Attal, j'ai pas du tout compris ce truc-là, parle d'instaurer la semaine de 4 jours pour les parents divorcés. Voilà, donc on institue une différence de traitement selon si vous êtes divorcé ou pas. REF, c'est que les taux de change, le taux de change, c'est l'égout collecteur des droits non gagnés. Donc on donne des droits non gagnés. Et autrefois, si on avait donné tous ces droits, notre monnaie serait écroulée, puis on en serait reparti du bon pied, quoi. Mais aujourd'hui, on peut plus s'écrouler puisqu'on est dans l'euro. Donc, ce qu'on fait, c'est que c'est notre déficit budgétaire qui explose. Ouais. Donc, on continue à imprimer de l'argent pour servir tous ces droits non gagnés. Tout à fait. Mais quelque part, d'après mes calculs, ça va s'arrêter cette année. 400 milliards, ça passe pas. Enfin, je peux me tromper. Sauf si la Banque centrale l'achète. Ouais. À ce moment-là, l'euro va à 0,50. Ouais. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'on a une espèce d'élite qui a été formée par cette nécessité de l'Europe, qui a interdit à tous ceux qui n'avaient pas cette opinion d'approcher du pouvoir. Ils les ont virés les uns après les autres, depuis Philippe Seguin jusqu'à Henri Guénaud, j'en sais rien. Ils ont tous été virés. Bon. Et maintenant, ils se retrouvent tout seuls là-haut. Ils n'ont pas de solution alternative. Et la seule, comme tous les gens nuls, comme les colonels grecs quand ils ont attaqué Chypre, comme les généraux argentins quand ils ont attaqué les Maldives, là, ils se disent la guerre, c'est peut-être une solution. Ouais. Oui, mais c'est la solution du crétin. Oui, oui. C'est vrai que et en général, ils choisissent la solution du crétin. Et d'ailleurs, la solution qui n'en est pas une. C'est intéressant parce que justement, il y a eu une enquête d'opinion récente d'Ipsos sur l'attachement des Français à l'Union européenne. Et en gros, c'est assez ambigu, c'est-à-dire que il y a... Je suis sûr que les questions l'étaient. Hein. Oui, mais c'est-à-dire que, par exemple, il y a une question en particulier que j'ai trouvée intéressante. Si on annonçait demain que l'Union européenne est abandonnée, éprouveriez-vous de grands regrets, de l'indifférence ou un vif soulagement? Et alors, il y a quasiment une majorité, 47% des Français, qui disent qu'ils éprouveraient de grands regrets, et donc 53% des gens qui éprouveraient soit de l'indifférence, soit un vif soulagement. À peu près moite-moite pour le reste. Mais ça veut dire qu'il y a 53% des Français qui trouvent que l'Europe, c'est pas une bonne idée. Mais alors justement, c'est très ambigu parce que en gros, ils ont pas envie, cette majorité-là n'a pas forcément envie de sortir de l'Europe, mais pour autant, si elle s'écroulait, ils s'en foutraient un peu, quoi. Ça veut dire que, donc, il doit y en avoir 23 ou 25 ou 27% qui disent oui, l'Europe, ça m'emmerde, je sors un vif soulagement. Ouais. Et les autres qui disent
qui savent pas trop où ils habitent. Non, quoi. c'est pas ça. S'ils regardent, ils disent, est-ce que non, mais je vais dire que dans le fond, ça m'est égal. Mais en fait, il est dans le premier camp. Oui. Non, ils ont peur de se faire gronder s'ils disent qu'ils sont dans le premier camp, parce qu'on sait jamais, on pourrait les dénoncer à leur patron. Non, mais c'est-à-dire que je pense qu'ils ont... Le problème avec l'Union européenne, c'est que forcément, pour les indifférents, c'est toujours le statu quo qui prime. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas dans l'Union européenne, bah forcément, ils vont préférer peut-être ne pas y aller. Et si vous y êtes, ils vont peut-être préférer ne pas en sortir. Mais si elle s'effondre par elle-même, si on l'abandonne en fait par sa condition ontologique, bah en fait, ils éprouveraient de l'indifférence. Effectivement, c'est 30% des Français qui seraient totalement indifférents à l'abandon de l'Union européenne. Moi, ce que j'aimerais, c'est que, bon, bien entendu, on reprenne toutes nos souverainetés qui nous ont été volées avec l'assentiment de notre classe politique. Et peut-être, si jamais on réussit à reprendre nos souverainetés, qu'on juge un certain nombre de gens qui nous ont amenés dans cette impasse mortifère. Parce que il y a quand même des gens qui ont fait des choses, comme par exemple Sarkozy, d'imposer le traité de Lisbonne alors que les Français votaient contre. Ça s'appelle une forfaiture. Donc, si vous voulez, quand un régime qui a été impopulaire, a fait des choses impopulaires, etc., il n'est pas mauvais qu'à la fin, il y ait une espèce qu'on tire qui est une espèce de sanction juridique. Le procès de Nuremberg, il n'a pas tué autant de monde, mais quand même. Bah, nous pouvons déjà les juger à l'aune de la Constitution française, oui. Qui dit que déjà on doit défendre la souveraineté du pays. Déjà, ils l'ont pas défendu, ils l'ont vendu. Et donc, bon, déjà, dans un premier temps, si on pouvait ne serait-ce que les foutre dehors, ce serait déjà une bonne chose. Si peut-être, effectivement, on peut les mettre devant un tribunal dans un second temps, pourquoi pas. Mais je pense que l'urgence absolue, c'est effectivement de les foutre dehors. Si je devais résumer je n'ai pas le moindre doute qu'il y a deux dangers qui sont présents aujourd'hui pour la France. Le premier, c'est Poutine. Le deuxième, c'est Madame von der Leyen. Et que Madame von der Leyen est infiniment plus dangereuse pour la France que Monsieur Poutine. Oui, parce que... Pour moi, ça fait absolument aucun doute. Ça ne veut pas dire que j'aime Poutine, ça veut simplement dire que je sais ce que Mme von der Leyen veut faire, ouais, tout à fait. C'est une abomination. Non, c'est sûr. C'est de la trahison. Poutine n'est absolument pas une menace existentielle pour le pays. Alors que von der Leyen... pas. Alors que von der Leyen, c'est une sorte... c'est pire parce que on nous la présente comme une amie, c'est une fausse amie, voire c'est une ennemie de l'intérieur. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que l'Europe de von der Leyen, c'est effectivement... Et c'est une menace pour l'Allemagne, et c'est une Allemagne pour l'Italie. Elle n'est pas une menace pour la France, elle est une menace pour notre civilisation d'Europe. Absolument, je suis absolument d'accord. C'est une menace pour toute l'Europe, en fait. Donc j'aimerais que tous ces hommes politiques et tous ces journalistes qui me donnent des cours de morale parle un peu plus de la menace von der Leyen et un peu moins de la menace Poutine. Oui, effectivement. Pour l'instant, c'est pas gagné, mais espérons qu'on puisse y arriver. C'est que Poutine paye pas assez. C'est tout l'enjeu aussi des élections européennes à venir, forcément. Voilà, c'est pour ça qu'il faut aller voter. C'est pour ça qu'il faut aller voter, sauf éventuellement les boomers. C'est ce que les boomers, vous n'êtes pas obligés. Vous n'êtes pas obligés. D'ailleurs, justement, pour revenir sur cette question, parce que sur la question là, par rapport à l'effondrement, enfin l'abandon de l'Union européenne, j'ai les statistiques aussi par âge, et c'est les 70 ans et plus qui seraient le plus qui éprouveraient le plus de regrets par rapport à l'abandon de l'Union européenne. Donc ça confirme ce que vous avez dit la dernière fois. Ils sont 56%. Si vous avez plus de 70 ans, rendez-nous service. Rendez service à vos enfants, aux petits-enfants, etc. N'allez pas voter. Je pense qu'une bonne chose à faire pour les retraités, surtout s'ils sont pas vraiment extrêmement politisés, très conscients politiquement de ce qui se passe dans le pays, parce qu'il y en a beaucoup qui se basent un peu sur des on-dit, sur des racontards et tout, et qui sont pas vraiment connectés. Le journal d'une heure de TF1. Et voilà, exactement. S'ils regardent juste le journal d'une heure de TF1, j'ai envie de dire, le meilleur service que vous puissiez rendre à la nation, c'est de laisser vos enfants voter pour vous. Voilà. Je Absolument. Et encore mieux, vos petits-enfants.
Voilà, encore mieux vos petits-enfants, effectivement. Parce que, encore une fois, selon ce sondage, c'est les classes d'âge les plus actives, en gros de 25 à 69 ans, qui sont qui auraient le plus de soulagement, hein, si on abandonnait l'Union européenne. Encore une fois, tous les sondages par rapport à ces classes d'âge sont assez clairs par rapport à ce que ces générations-là pensent. Et visiblement, elles pensent mieux que les retraités. En tout cas, que la plupart d'entre eux. Évidemment, je sais qu'il y a plein de retraités qui nous regardent et qui sont d'accord avec nous. On vous en veut pas, mais simplement, vous devez cesser de penser au bien qui dépasse la France. Vous devez, aujourd'hui, c'est la France qui est en danger, vous devez penser à la France. Et puis, vous arrêtez là. Ce qu'on vous raconte sur ce qui se passe dès qu'on a passé le premier pont à Strasbourg, tout le monde s'en fout, c'est la France qui est en danger, c'est pas l'Europe. Ouais. L'Europe, c'est une construction qui n'existe pas. Il y a la France, il y a l'Italie, il y a l'Espagne. Tout ça, c'est des réalités. L'Europe, c'est un concept qui nous a été imposé par des crétins sans culture. Oui, l'Europe, à la limite, c'est une civilisation, mais ce n'est pas une construction politique cohérente. Absolument pas. Ça peut pas l'être. Et en plus de ça, même si c'était une construction politique cohérente, la direction prise actuellement par les instances de l'Union européenne n'est absolument pas celle qui est voulue par la majorité des Européens, je pense. Donc, en plus de ça, c'est ça qui est tragique avec cette Europe, c'est qu'elle trahit en fait tous les citoyens. Elle trahit même ceux qui l'ont créée. Voilà. Ceux qui au départ voulaient une Europe des nations, etc. Ben maintenant, on a une espèce d'Europe technocratique imbécile qui ressemble de plus en plus à l'Union soviétique. Et avec oui, on pense c'est d'ailleurs je pense une erreur de lecture de certains souverainistes qui pensent que le problème de l'Union européenne c'est qu'elle est trop libérale. Le problème c'est justement qu'elle n'est pas assez. J'ai eu un problème. On ne pense que à taxer, à réglementer plein de trucs. Et ce crétin de Minck qui dit qu'il faut augmenter les impôts. Oui. Le type, mais il y a quelque chose qui me sidère là-dedans, si vous voulez, c'est que bon, je sais que c'est un homme extrêmement cultivé, qu'il a fait, je crois, l'inspection des finances, ou j'en sais rien, bref, il a sûrement une beaucoup plus vaste culture que la mienne, mais j'aimerais quand même qu'il me raconte, est-ce qu'il a jamais vu un exemple d'un pays qui augmente les impôts pour réduire son déficit budgétaire et que ça a marché? Ouais, je n'en connais pas. Je n'en connais pas. Moi, mais je suis sûr qu'il a dû découvrir qu'au Botswana inférieur, en 1840, ils ont augmenté les impôts et ça marchait. Mais moi, dans les grands pays, j'ai jamais vu un truc comme ça. Si vous voulez que les impôts, que le déficit budgétaire baisse, il faut couper les dépenses de l'État. Il n'y a pas d'autre solution. Ouais. Et surtout, si jamais il trouve un exemple, qui retrouve un exemple aussi, éventuellement, d'un niveau d'imposition dans lequel on est aujourd'hui et où on a pu augmenter les impôts et où on a eu davantage de recettes fiscales. Je sais pas si ça s'est déjà produit. Ce que je me tue à dire aux gens, Locke, vous savez, qui est mon grand homme, il disait toujours que on n'avait pas le droit de prendre, l'État n'avait pas le droit de prendre le travail individuel. Parce que si l'État vous pique les fruits de votre travail, ça s'appelle l'esclavage. Donc il était contre l'esclavage. À partir du moment où on me prend 60, 70, 75%, 80% de ce que je gagne, si vous voulez, je vais me retrouver dans la position des Juifs en Égypte. Quand le taux marginal d'imposition est passé à 100%, ils sont tous barrés, quoi. Ouais. On nous raconte l'histoire sur Moïse et tout, mais il faut pas déconner, quoi. Ils se sont tous barrés parce que le taux marginal d'imposition était à 100%, et puis c'est tout. Après ça, ils ont battu une jolie histoire autour, mais enfin... Donc voilà. Donc ce qui se passe, c'est avec un taux marginal d'imposition comme ça, tous les gens compétents, je connais un paquet, ils sont à Hong Kong, où il y a plus de Français que d'Anglais maintenant, il y a 25 000 Français, vous vous rendez compte, en Floride, donc tous les types productifs, ceux qui ont le génie de la création, etc., ils sont tous barrés de France. Donc on reste avec tous ceux qui enterrent leur talent. Ouais. Et on va augmenter les impôts sur cela, mais ils n'en payent pas, ils font que gagner. Donc ce mec est un crétin. Ouais. Non, mais j'ai même vu des gens qui se disent professeurs d'économie et tout, qui disent que par exemple, pour régler le problème de la caisse des retraites, il faudrait tout simplement obliger en fait Bernard Arnault à vendre absolument tous ses actifs, ce qui est aujourd'hui l'équivalent de... C'est une atteinte au droit de propriété. Ouais, c'est une énorme atteinte. Non, mais en plus de ça aussi, c'est-à-dire que... Et puis dès que ça sera géré par la Caisse des dépôts, LVMH, ça va perdre 90% de sa valeur. Oui, bien sûr, évidemment. Mais déjà, on peut pas l'obliger à vendre tout ce qu'il a. Voilà, premièrement. Et puis, deuxièmement, ça enverrait un très mauvais signal à absolument tous les autres milliardaires du pays. Donc, ils se barreraient dans la minute. Et troisièmement... Mais vous avez vu ce qui s'est passé à New York, là? Ils ont filé un impôt spécial pour... ils ont condamné dans un tribunal à New York Trump
Parce que bref, ils ont trouvé un délit où il aurait emprunté des banques à des banques en surcotant l'immobilier qui est donné comme garantie. Ouais. Il a payé les banques en temps, il n'y a jamais eu, etc. Donc on l'a condamné. C'est la première fois que ça arrive dans l'histoire, alors qu'il n'y avait pas eu de dol. Personne n'avait souffert, tout le monde avait gagné, tout le monde était d'accord. Ils l'ont condamné uniquement parce qu'il aurait surévalué sa caution. Sa caution. Mais, comme disent la Deutsche Bank a dit, écoutez, nous on a des gars qui vérifient la valorisation, donc bref. Et donc ils ont trouvé ça très malin, ils sont très contents de New York parce qu'ils détestent Trump. Très bien. Mais par contre, aujourd'hui, il y a une véritable fuite de New York parce que tout le monde dit s'ils l'ont fait à Trump, ils vont me le faire à moi. Ils peuvent le faire à n'importe qui. Donc vous avez la Floride qui boum, tout le monde se barre. Et du coup, ils sont complètement affolés. C'est toujours l'histoire que je raconte. C'est quand j'étais jeune, il y avait des socialistes qui avaient été élus à Bâle, en Suisse. Et donc, ils étaient très à gauche. Et donc, ils ont décidé d'augmenter massivement les impôts sur les riches à Bâle-Ville. Parce qu'il y a 2 cantons, Bâle-Ville et Bâle-Campagne. Et donc, tous les gens de Bâle-Ville, riches, ils sont partis vivre à Bâle-Campagne, qui était de l'autre côté du Rhin, quoi. Ouais, ok. Et du coup, il a fallu augmenter de 40% tous les impôts sur les autres, parce que les 20 les plus riches, là, ils payaient 40% de l'impôt de Bâle, quoi. D'accord. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire, ces crétins. Oui, c'est exactement ce qu'ils sont en train de faire. C'est ce qu'ils sont en train de faire. Donc, moi, je dis toujours, moi, je vais aller vivre à Bâle-Campagne, quoi. Oui. Et en plus de ça, je veux dire, même s'ils le faisaient, s'ils prenaient effectivement toute la fortune de Bernard Arnault pour payer les retraites, ça marcherait peut-être 1 an et demi, mais pas plus, quoi. C'est aussi la différence entre un flux parce que la et un stock. quasi-totalité de la fortune de Bernard Arnault, c'est des actions qu'il a dans LVMH et qui sont le prix de la dernière transaction marginale. Ouais. Donc, dès le moment où il dit « j'enlève Bernard Arnault pour mettre M. Mélenchon à la tête de Bernard Arnault la valeur va perdre 90%. Ouais. Et donc, la valeur théorique de LVMH n'existe que parce qu'il y a Bernard Arnault. Oui, bien sûr. Mettez Mélenchon et ça ne vaudra plus rien. Oui, absolument. Donc, ils vont détruire des dizaines de milliards de capitalisation. Ils vont mettre des dizaines de milliers de personnes au chômage aussi. Ils vont mettre des dizaines de milliers de personnes au chômage et ils diront, vous voyez, le capitalisme ne marche pas. Et ce qui est en plus génial, c'est qu'en fait, ils auront beaucoup moins d'argent en les vendant d'un seul coup comme ça. Mais ils peuvent pas les vendre. C'est invendable. Non, mais bien sûr, la capitalisation boursière ce serait invendable. C'est invendable. Et ils auraient moins d'argent comme ça que juste en le taxant 10% par an. Oui, mais il le taxe déjà assez, j'imagine. Mais je suis pas sûr. Je suis sûr que aussi, la plupart des gens ne comprennent pas que LVMH, ils doivent gagner 95% de leur fric en dehors de France. Oui, en plus. Et donc, ils vont pas payer leurs impôts en France, alors ils vont le payer dans les pays où ils gagnent leur fric, là, parce qu'ils ont un final. Donc, si on touche pas assez en France, c'est peut-être parce que les Français sont appauvris et peuvent plus acheter les produits LVMH. Tout à fait. Non, mais... Il faut réexpliquer des choses parfois, hein, parce que c'est fatigant, mais... Je suis vraiment... De temps en temps, quand j'essaie d'expliquer tout ça, j'ai des grands moments de lassitude en me disant, mais vraiment... Mais qui nous a collé cette classe politique? D'où sortent-ils? Je sais pas. Franchement, c'est un grand mystère. C'est un grand mystère. Parce que... Comment peut-on être à la fois aussi nul, aussi bête, aussi méchant, aussi jaloux, aussi laid? En général, ils sont laids. En général, oui. Il y a quelques exceptions, mais oui, en général. Tout à fait. Je trouve que les gens, je vais dire une méchanceté là, mais c'est pas mon genre. Souvent, je trouve que les gens de gauche sont laids. Oui, je suis assez d'accord. Ils sont peut-être de gauche parce qu'ils sont pas beaux. Ils trouvent ça injuste. Peut-être. Vous savez, il y a des mécanismes psychologiques qui ont été identifiés pour la gauche. Alors, bien sûr, il ne s'agirait pas de faire des grandes généralités parce que ça ne concerne pas tout le monde, mais oui, effectivement, je pense qu'il y a de ça là-dedans. Les gens moches, peut-être... Il y a pas une chanson qui dit « Maman, comment tu m'as fait, je suis pas beau ». C'était une chanson de Souchon, non? Maman, comment tu m'as fait, je suis pas beau. Oui, je la connais pas très bien. Je crois que dans le fond, maman, comment tu m'as fait, je suis pas beau, ça devrait être le cri de guerre des gens de gauche. Ils sont laids. Pour la plupart, oui, je suis assez d'accord. Oui. Et ils pensent que ça se passerait mieux pour eux si les gens beaux étaient moins beaux et que peut-être ils transféraient un peu de leur beauté envers les autres. Mais je suis pas sûr que ça marche. Il faut les envoyer dans des camps. Parce que c'est quand même là, et là, ils deviendront maigres, ils deviendront laids comme nous. Oui. Ou gros d'ailleurs. Ouais. Non, mais il faudrait faire des études sur le rapport entre... Je sais que quand on passe des examens, ceux qui sont beaux, hommes ou femmes, ont bien meilleure note que ceux qui sont pas beaux. Ah oui. Pour le même...
C'est intéressant. Donc, c'est pas... Donc, on est sensible à la beauté. Ah oui, bien sûr. Évidemment. Je suis tout à fait sensible. Donc, le slogan, c'est pour la gauche, c'est voter pour nous, et eux aussi, ils deviendront laid. Oui, oui, vraiment. Voilà, c'est un slogan qui porterait bien, non? Oui. Rendez-les laids. Mais bien sûr, mais d'ailleurs, la plupart des socialistes n'ont pas forcément envie de devenir riches, ils ont juste envie que les riches soient aussi pauvres qu'eux. Vous savez, c'est la vieille blague de Tristan Bernard qui dit « C'est pas tout de réussir dans la vie, encore faut-il que vos amis échouent. » Oui. Il faut peut-être arrêter maintenant, d'ailleurs, parce qu'on a dépassé l'heure. Oui, mais je trouve que c'est la base de la gauche, c'est pas tout de réussir, faut faire tout ce qui est nécessaire pour que mes amis échouent. Ouais, tout à fait. Bravo, messieurs, continuez, et d'ici quelques temps, vous aurez même plus la France. Ouais, je suis assez d'accord. Et le problème, c'est qu'il y a pas mal d'autres pays qui, eux, vont continuer de rester ce qu'ils sont, pendant que nous, peut-être qu'on aura tout simplement plus de pays. Donc, c'est l'enjeu. À ce moment-là, ils seront contents. C'est l'enjeu principal. Ils iront foutre en l'air le pays d'à côté. De notre époque. Enfin voilà, nous avons dépassé l'heure, donc vous avez eu un petit bonus de 5 minutes. J'espère que vous en êtes heureux. Sur ce, je vous dis déjà un grand merci pour votre attention. Bien sûr, comme chaque semaine, je vous dis que nous sommes disponibles, ces émissions sont disponibles en format podcast sur Deezer, sur Spotify, sur Apple Podcast, que nous sommes présents sur tous les réseaux sociaux, que si vous voulez nous rendre service, faut s'abonner, faut mettre un pouce en l'air, faut mettre un commentaire, ce qui aide la vidéo à être bien référencée dans l'algorithme YouTube. Et sur ce, c'est à peu près tout ce que j'ai à vous dire. Et juste ne soyez pas socialistes. Et à la semaine prochaine pour un nouveau délit d'opinion. Merci beaucoup.